Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Hey, salut Frédéric, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, contente de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui t'es, de quelle organisation est-ce que tu es? Oui. Moi, je m'appelle Frédéric, je suis intervenante en sexologie chez l'organisme Grossesse Secours. Donc, Grossesse Secours, on est un organisme qui est établi là, à Montréal, proche de la station Beaubien. Donc, en gros, Grossesse Secours, qu'est-ce qu'on fait? Là, si je devais te le décrire, c'est un organisme qui est pro-choix. Donc, il va avoir une approche pro-choix féministe, intersectionnelle. Donc, on va pouvoir accompagner les personnes autour du sujet de la grossesse, mais on s'entend, là, la grossesse, ça peut toucher différents sujets. Donc, ça va être soit la personne qui est directement touchée par la grossesse ou encore, ça peut être l'entourage. Donc, à travers ça, on a notre organisme qui est à Grossesse Secours où on peut accueillir des personnes sur place pour des rencontres avec des intervenantes, soit avec mes collègues ou avec moi-même. Ça peut être pour des tests de grossesse gratuits, ça peut être pour... Mais c'est quoi, justement, le choix que je veux faire en lien avec ma grossesse? Est-ce que je veux poursuivre? Est-ce que je veux mettre fin à la grossesse? Est-ce que je veux confier en adoption? Donc, on va pouvoir guider cette personne-là de façon neutre à nos bureaux directement. Donc, on a le côté plus communautaire là, avec notre ligne d'écoute et le clavardage qu'on va pouvoir faire ce même accompagnement-là. Puis, par la suite, on a le volet qui est aussi plus sexologique. Donc, moi et ma collègue Jeanne, là, qu'on va faire des animations dans les classes plus au niveau secondaire, donc secondaire 1 à 5, on fait des animations d'éducation à la sexualité, bien entendu, qui va toucher plus santé sexuelle, santé reproductive. Donc, c'est ça. Donc, on va aussi au niveau communautaire. Puis, on a, là, je vais le plugger, mais on a un service de contraception, de prescription de contraception qui se fait gratuitement avec notre infirmière là, qui est sur place, donc qui fait aussi également la télémédecine. Donc, pour toute prescription de contraception, peu importe c'est quoi le type, peu importe j'ai RAMQ, pas de RAMQ, donc elle peut vous recevoir. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée. En personne? En personne ou en télémédecine également. Wow! Ouais. Donc, quelqu'un qui ne sait pas trop ou qui ne peut pas se déplacer peut vous appeler, prendre un rendez-vous. Exact. Donc, tout passe avec le même numéro de téléphone. OK. On fait juste appeler notre organisme, puis on peut demander différents services, que ça soit justement pour la prescription de contraception ou juste discuter avec une intervenante. Ou encore, je veux un accompagnement pour une interruption de grossesse. Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai juste besoin d'un lift? Est-ce que je veux juste avoir un accompagnement, un soutien pendant cette expérience-là? Puis avoir une présence avec notre intervenante. Donc, ça aussi, ça peut se faire. Oh, mais mon Dieu, vous êtes tellement pertinent, là, puis vous aidez beaucoup de personnes qui ne sauraient pas s'ils veulent une grossesse ou non. Puis c'est un peu ça le lien aujourd'hui, parce que des fois, les menstruations, c'est comme « Oh non, je suis menstruée aujourd'hui », puis d'autres fois, c'est « Oh, fiou, merci ». Donc, c'est un soulagement. Est-ce que tu veux me parler un peu là, des différentes façons de percevoir les menstruations que vous vivez ou comment que vous vous informez les gens par rapport à ça? Oui, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre, le rapport menstruation, que pour certaines personnes, ça peut être d'avoir les menstruations, ça peut être quelque chose de super positif. D'autres fois, ça peut être quelque chose de plus négatif, ça peut ramener quelque chose. Donc, ça, mettons, j'y vais dans les différents volets. Mettons que ça soit plus positif au niveau des rapports des menstruations. Donc, avoir les menstruations à la base, ça peut être quelque chose de, si on veut, émancipateur, de pouvoir prendre conscience de ses menstruations, de pouvoir connaître c'est quoi son cycle menstruel, c'est quoi qui est normal pour moi, Ouais. sans se comparer nécessairement aux autres, parce que qu'est-ce qui est normal, c'est pas nécessairement la même chose pour ma collègue, pour mon ami, pour une autre personne que je rencontre sur la rue. Donc, les menstruations, de pouvoir être juste alerte de c'est quoi qui est normal, qu'est-ce qui l'est moins. C'est souvent un signe qu'on est en bonne santé aussi, là, si on les a ou dépendamment comment est-ce qu'on les vit. Ça peut être, oui, en effet, un indicateur. Ça ne veut pas dire, par contre, que tu n'as pas de menstruation, que tu n'es pas nécessairement en santé, mais ça peut être un indicateur, par exemple, soit de problèmes au niveau, là, je pense en endométriose, ça pourrait être associé avec des douleurs, bien entendu, ça pourrait être signe de soit problème de troubles alimentaires. Donc, il y a aussi les habitudes de vie qui vont jouer sur les menstruations également. Donc, ça se peut que j'ai plus mes menstruations selon des habitudes de vie, du stress que je vis, par exemple. Donc, ça aussi, ça peut être des facteurs qu'il faut prendre en considération. Puis des personnes qui se rendent justement à notre organisme qui ont un arrêt de menstruation, des fois, oui, on va faire un test de grossesse si tu as eu des rapports puis qui est à risque. Donc, oui, on va aller vérifier cet élément-là, mais ça se peut aussi que ça soit négatif. Alors, comment qu'on explique ça, cette absence-là de menstruation? On va aller explorer les différents vécus de ces personnes-là au niveau de ces habitudes, justement, d'alimentation, de sommeil, de sport, de stress. OK. Qu'est-ce qui peut avoir affecté? Fait que je dirais,
au niveau positif, ben, ça peut être ça, juste à la base de pouvoir le connaître. Puis ben, pour certaines personnes, de pouvoir voir leur menstruation, ben, ça fait aussi en sorte que ben, je vis pas de situation de grossesse. Puis ça peut être rassurant si je veux avoir une sexualité qui n'est pas juste dans une perspective de reproduction, que je veux avoir du plaisir, Ben je veux pouvoir explorer ma sexualité, puis que ben, j'ai ce retour de menstruation-là également, que j'ai choisi ou non d'utiliser la contraception. Ça peut être rassurant de pouvoir les voir, encore une fois, à mon rythme, selon mon cycle menstruel, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. Puis là, tu me parles de contraception. Je sais que vous offrez beaucoup d'informations là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur les différentes options qui s'offrent à nous? Puis, Ben, ils sont tous valides. oui, Toutes les options de contraception, que ça soit hormonal, que ça soit, on va dire, barrière, là, par exemple, le condom féminin, masculin ou interne, externe. Donc, ou la digue dentaire. Donc, on a les méthodes barrières, on a les méthodes hormonales ou encore naturelles, symptothermiques, entre autres, là, qu'on peut utiliser. Donc, sont toutes valides. Dans le fond, je pense que les questions de se poser, c'est qu'est-ce qui me convient? Premièrement, c'est quoi mes habitudes, encore une fois, de vie? Est-ce que j'ai un horaire qui est très chargé, qui est irrégulier? Donc, selon mon horaire aussi, ça peut être, il y a certaines contraceptions qui peuvent être plus pertinentes à aller vérifier, étant donné qu'ils peuvent mieux s'insérer dans mon horaire au niveau de l'efficacité dans la prise de la contraception. comme mettons la pilule qu'il faut la prendre tout le temps à la même Mhm. heure versus, supposons, un anneau contraceptif Ouais. qu'on a juste à mettre une fois dans le mois. Puis Exact. retirer. Exact, qu'on n'y pense plus, par exemple. Ouais. Ou ça se peut aussi que ça soit sur le long terme. Donc, je veux réfléchir à une contraception que j'aurais pas non plus à réfléchir, qui peut durer des années. Ça pourrait être l'implant contraceptif, ça pourrait être le stérilet Ouais. également de cuivre, d'hormones que je peux penser. Puis l'implant contraceptif, pour les gens qui ne connaîtraient pas ça, là, c'est pas un synonyme au stérilet. C'est vraiment un implant qu'on insère dans le bras, tout petit. Oui, veux-tu nous C'est à peu dire? près peut-être 3 cm de long, la petite tige. À l'intérieur, il y a des hormones. Puis, dans le fond, c'est mis sous le bras, dans la peau. Sous la peau, dans le bras. Ouais. Donc, par un Dans professionnel le de la bras de santé. bras, là, en dessous. Là. Exact. Puis, ça va pas jouer sur, encore une fois, si tu bouges, ça va pas se déplacer. Tu peux faire du sport, ça va pas affecter ta vie, si on veut. Mais ça peut être inséré, c'est ça, par un professionnel. Puis, ça dure pendant 3 ans. Donc, ça libère des hormones. Ça agit un peu comme le stérilet, mais que le stérilet a une durée de vie, si on veut, plus longue, qui est insérée aussi par un professionnel au niveau de l'utérus. OK. Donc, on peut avoir le stérilet de 5 à 10 ans, tout dépendamment c'est quoi le modèle qu'on choisit. Ça serait quoi, dans le fond, l'avantage de l'implant dans le bras versus le stérilet? Ça dépend. C'est quoi ton niveau d'aise parfois? Pour certaines personnes, les injections, ça peut être quelque chose de super stressant, ça peut être une peur. Donc, de se faire, si on veut, insérer, c'est ça, l'implant, ça peut être quelque chose de stressant. Donc, ça serait peut-être plus à l'aise au niveau de l'insertion, au niveau de l'utérus. Encore une fois, il y a les autres options aussi disponibles. Ouais. Ou d'autres personnes diraient, ben non, moi, au contraire, je trouve que c'est un peu trop intrusif, par exemple, le stérilet. Puis, je suis pas encore tout à fait à l'aise, donc je préférerais, par exemple, l'implant. Puis, il y en a aussi que c'est juste la texture, qu'ils trouvent ça étrange. Par exemple, ça fait comme une genre de texture de veine, mais après, c'est aussi valide, encore une fois, que l'une que l'autre. Puis il y en a qui aussi les fils, ils sentent les fils du stérilet. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Non. C'est vraiment juste différent, puis selon nos préférences, là. Exact. Puis, une méthode de contraception que je choisis, par exemple, quand j'étais ado, il y a plusieurs raisons qui peuvent me pousser à choisir une contraception qui n'est pas nécessairement dans une perspective, encore une fois, de me protéger de rapports sexuels. Ça pourrait être juste, je veux contrôler mon cycle menstruel, j'ai des douleurs, je veux les diminuer, je veux contrôler mon acné. Donc, prendre, par exemple, la contraception hormonale, ça pourrait avoir cet effet-là, qui n'est pas nécessairement, je la prenais pas à la perspective de me protéger de rapports sexuels. Ça se peut que je prenais ça au début, puis finalement, je grandis, je veux avoir des rapports, je veux me protéger. Donc là, je pourrais peut-être modifier ma prise de contraception. Je pourrais choisir quelque chose comme une méthode symptothermique, par exemple, pour être plus à l'aise avec mon corps, pouvoir essayer différentes choses, puis justement contrôler ma fertilité. Puis tout au long de ma vie, ça peut changer. Donc, selon dans quelle étape je suis rendue, c'est laquelle qui me convient le mieux également. Donc, ça aussi, on peut... ça peut être le fun d'essayer différentes choses. Il y en a qui font, d'autres qui font pas. Puis, dans le fond, l'impact sur les menstruations, quand on a un implant, on n'a plus du tout de menstruation, hein? Ça dépend. Oh, OK. Pour l'implant, ça dépend. Il y en a des personnes qui vont arrêter d'avoir leur menstruation, d'autres que ça va augmenter. Okay. Fait que ça dépend de personne à l'autre. Comme le stérilet, dans le fond. Comme les stérilets. OK. C'est vraiment l'effet sur chacun, dépendamment comment on réagit aux hormones qui sont libérées. Là. Mm-hmm. OK. Puis, si je ne me trompe pas, le stérilet, je sais que c'est juste avec progestérone, donc on a seulement une hormone. Je crois aussi que l'implant, c'est seulement avec une hormone, donc il y a un petit peu moins de présence d'hormones versus celle, par exemple, comme la pilule contraceptive, qu'habituellement, il peut avoir soit œstrogène, progestérone. Donc, ça peut être des fois
pour certaines personnes qui c'est contre-indiqué d'avoir de l'œstrogène, ça peut être des alternatives également. OK. Fait que dans le fond, c'est selon comment notre corps réagit, puis là, bon, on s'ajuste à savoir si on change de moyen de contraception ou pas. Exact, on peut voir si les effets que j'ai suite à la prise d'une contraception me conviennent pas, si j'ai pas d'effets, si j'ai des effets. Fait que là, on peut s'ajuster par rapport à ça. Ça se peut que ça prenne, bien entendu, un moment d'ajustement à toute méthode de contraception au départ. Combien de temps est-ce qu'on devrait écouter nos signaux corporels là, suite à le début d'une méthode de contraception? Ou est-ce que vous suggérez un certain nombre de mois? J'aurais pas un nombre de mois en particulier, mais je pense qu'il faudrait au moins un mois pour, premièrement, s'ajuster Oui, ben, à la prise de contraception, voir si elle fonctionne bien ouais. pour soi. Puis après, j'irais peut-être les 2, 3 prochains mois, regarder qu'est-ce qui va au niveau de la prise de contraception. Puis suite à ça, ça peut être aussi de voir est-ce que je change pas. Même chose, méthode symptothermique, par exemple, ça peut prendre plus que 3 mois, par exemple, pour voir Pour qu'est-ce les que je suis gens à l'aise. qui ne sauraient pas, là, parce que là, ça fait quelques fois qu'on le dit, là, Ouais. dans le fond, c'est prendre sa température avant le lever, Ouais. avant toute activité au niveau vaginal. Puis là, dans le fond, quand la température s'élève, là, ça veut dire qu'on a ovulé, donc on n'est plus à risque de tomber enceinte pour ce mois-là. Est-ce que je résume bien? Exact, c'est pour voir c'est quoi mes périodes de fertilité, eux qui le sont moins. Puis dans le fond, on parle de méthode de calendrier. Donc, à travers ça, on peut vérifier justement la température. Comme tu nommais, là, que quand il y a un pic de température, c'est souvent là que l'ovulation qui se déroule. Sinon, ça peut être de vérifier, de faire... Pardon, attends un petit peu, c'est important là, quand même. Ouais. De dire, quand il y a le pic de température, c'est là que l'ovulation se produit. Donc, c'est pas la journée après où est-ce que là, on n'est plus dans Non, le risque, là. non, c'est OK, ça. donc faire attention à ce que je viens de dire. Là. Oui, Faudrait puis ça, pas on être l'explique responsable. bien aux jeunes également. Oui. Parce que oui, l'ovulation, ça dure. L'ovule va avoir une durée de vie d'à peu près 24 heures. Ça peut aller jusqu'à peu près 48 heures. C'est une double ovulation, c'est quand même rare, mais on se laisse un Ah, petit OK. lousse. C'est pas l'ovule en tant que tel qui va vivre de 24 à 48 heures. Ça se peut qu'il y ait 2 ovules Ça se peut qui soient libérés Oui, dans c'est ce ça. cycle-là. Donc, l'ovule habituellement dure ou va avoir une durée de vie d'à peu près 24 heures. Ouais, OK. Mais il peut en avoir plus qu'une ovulation par cycle. Mais ça, on peut pas le savoir non Ah, plus. non, c'est ça. Donc, ça dépend encore une fois d'un mois à l'autre. Puis il faut prendre en considération aussi que si on a un partenaire, là, par exemple, là, qui produit des spermatozoïdes, que les spermatozoïdes en soi, ça a une durée de vie aussi de 5 jours. Donc, je pourrais avoir un rapport sexuel il y a 5 jours, puis j'ai mon pic d'ovulation, par exemple, aujourd'hui, je pourrais quand même être à risque d'avoir une situation de grossesse. Donc, à considérer également dans ce calendrier-là que je monte de c'est quand j'ai eu des rapports sexuels qui pouvaient être à risque, par exemple, pour pouvoir moduler, voir c'était quoi les moments où ça serait qui mes partenaires avec qui j'ai eu des relations pour suivre un peu c'est quoi ma situation. Donc, oui. Puis quand on a un partenaire, dans le fond, de sexe opposé, je pense que c'est important de rappeler que les méthodes de contraception qui ne sont pas barrières, donc condom féminin ou masculin, là, de faire attention parce que les méthodes de contraception ne viennent pas prévenir les ETSS. Je sais que vous vous offrez des ateliers là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, mais en fait, les condoms internes, les condoms externes, puis les îles dentaires, c'est les seules méthodes barrières qui vont protéger des ITSS. Les autres, ils peuvent protéger d'une situation de grossesse, mais pas des ITSS. Ouais. Donc, ITSS qui est infection transmissible sexuellement par le sang. Donc, c'est seulement ces méthodes-là qui peuvent protéger. Donc, partenaire, c'est certain que si je veux utiliser la contraception, je peux m'impliquer d'une différente manière dans le partage de la contraception. Ça reste que mes méthodes que je peux prendre, ça peut être limité en tant que partenaire. Donc, soit justement, ça peut être les condoms ou quand on parle de partage, que ça pourrait être des exemples de partage, de comment je peux m'impliquer. Ouais. Ça peut être simplement de mettre, par exemple, un alarme sur mon téléphone, d'essayer de m'impliquer au niveau de cette prise-là, soit de pilule contraceptive, ça pourrait être de changer le thème contraceptif, l'anneau à chaque mois. Donc, juste de s'impliquer concrètement, d'être conscient aussi que la fertilité, par exemple, de ma partenaire ou comment qu'elle utilise sa contraception, ça va avoir un effet sur moi, ma santé reproductive également. Donc, de pouvoir s'impliquer de cette manière-là. Puis d'en parler aussi, hein, la communication, c'est tellement important. Oui. Valider avec notre partenaire si elle a envie qu'on mette une alarme, nous, parce que ça peut, dépendamment de la perception qu'on peut avoir, ça peut être, voyons, il est bien fatiguant, lui, il veut. Oui, c'est ça. Mais si on communique et puis les deux sont à l'aise avec ça, là, ça peut être une super belle façon de fonctionner là, en couple.
Puis, Et tout à fait. Puis, tu sais, si on a choisi que, par exemple, on prend seulement les condoms, bien aussi, ma partenaire peut s'impliquer à l'achat de condoms. Mon partenaire pourrait aussi s'impliquer dans le partage des coûts, par exemple, d'une contraception, que ça soit stérilet ou autre chose. Donc, tu sais, il y a différentes méthodes qu'on peut s'ajouter pour que tout le monde se sente impliqué. Autant par la suite, j'ai eu une relation sexuelle à risque, puis on faut tout le temps se rappeler que la contraception, c'est super bien, autant pour une liberté sexuelle, de pouvoir aussi se contrôler sa fertilité, mais de pouvoir avoir une méthode, tu sais, de pouvoir utiliser la contraception. Ça vient quand même que, même si je l'utilise bien, il peut quand même avoir certains risques. Donc, de pouvoir utiliser une méthode, différentes méthodes ensemble, de les combiner, condoms, par exemple, avec le thème contraceptif, ça peut augmenter ses chances de se protéger. Ouais. Mais ça risque. Il peut quand même avoir des relations avec soit des oublis contraceptifs, des échecs de contraception. Donc, le condom brise, par exemple, que c'était pas prévu, puis on veut bien l'utiliser, la contraception, mais ça arrive des accidents. Il y a beaucoup d'histoires là, du condom masculin qui explose, là, puis Ouais. qui brise, là. Souvent parce qu'on n'a pas bien pesé sur le bout pour Ouais. enlever l'air. Est-ce que justement, c'est préférable d'utiliser le condom féminin ou interne? C'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque type de condom? Ouais, on n'en parle pas beaucoup. Pour le condom masculin, ce que j'aime bien aussi nommer aux jeunes, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ait les condoms qui est bien ajustés à sa taille. Ouais. C'est con à dire, mais si c'est trop grand pour moi, ben, il va plus avoir de chances de glisser, que ça me protège plus bien, soit que ça perce pendant le rapport parce qu'il y a plus de friction. Donc, s'il est trop petit par rapport à ma taille, encore une fois, ben, ça peut venir me serrer, me rendre inconfortable, ça peut percer plus facilement. Puis, bien entendu, ben, c'est comment qu'on l'a installé. Est-ce qu'on a laissé un espace pour s'il y a un éjaculat? Est-ce qu'on n'en a pas laissé? Ça crée une bulle d'air, si on veut. Donc, ça aussi, ça peut augmenter les chances que ça brise pendant le rapport. Puis, même chose, s'il est expiré, le condom, les jeunes aussi ne savent pas, mais ça l'expire. Puis, il y a tout le temps la date d'expiration à l'endos du condom. Donc, de s'assurer qu'il est encore correct, parce que ça aussi, ça va jouer sur son efficacité au final. Puis, tu parlais de grandeur de condom, mais c'est tellement important de le mentionner. Là. C'est pas grave la grandeur qu'on achète. Mais la caissière à la pharmacie, elle s'en fout complètement là, que tu achètes un extra petit régulier ou exact. s'en fout. Là. Fait que l'important, c'est vraiment les relations sexuelles, c'est quelque chose d'intime que nous-mêmes on vit, donc on devrait juste acheter le produit qu'on a besoin. Puis il n'y a pas de honte de grandeur non plus. Là. Je pense aujourd'hui, on sait que c'est plutôt comment qu'on l'utilise et non plutôt la grosseur du pénis. Là. Donc, oui, et puis c'est correct aussi que ça peut être gênant aussi d'aller s'en procurer. Il faut se rappeler que souvent, il y en a dans plusieurs milieux, parfois, que c'est gratuit, que c'est accessible de façon discrète, soit dans des milieux, justement, des centres, soit des maisons de jeunes. Là, je pense aux jeunes parce que je suis souvent avec cette clientèle-là, mais des maisons de jeunes, des fois, dans les toilettes, il y en a de façon gratuite que tu peux te procurer, que tu peux tester aussi parce que un type de condom ne va pas nécessairement me faire versus un autre. Puis mon ami, peut-être qu'il va vraiment aimer cette marque-là. Okay. Puis moi, je suis plus à l'aise avec celle-là. Donc, ça aussi, on peut essayer. Puis là, je reste avec les condoms externes, mais il y a aussi différents types de condoms avec. Plus accessible facilement, je pense. Hein? Il y en a moins sur le marché. Il y en a beaucoup plus. C'est peut-être moins cher aussi que les condoms, qu'on va dire féminins ou les condoms internes. Condoms féminins, là, je peux y revenir là, par la suite. Ouais. Condom masculin, si je finis, là, dans le fond, il y a aussi comme. Ça peut ajouter quelque chose de plaisant dans l'utilisation, que ça soit avec les jeunes, ils trouvent ça bien drôle quand je leur parle de ça, mais il y a des saveurs, il y en a que c'est avec des textures, il y en a que c'est glow in the dark, tu sais. Fait qu'on peut aller notre imaginaire aussi, donc ça peut rajouter un aspect plaisant et de protection qui vient secondairement, si on veut, à ce moment-là. Condom féminin, condom interne, pourquoi on irait peut-être plus vers celle-là? Souvent, pourquoi on ne pense pas à celle-là? Bien, premièrement, il y a aussi le coût, hein, l'accessibilité avec le coût. Pour les jeunes, peut-être que c'est pas aussi facile que trouver des condoms masculins, si on veut. C'est à peu près, on a-t-il une stat? Je sais pas. Fois plus cher? Par cœur, je me rappelle pas des prix, mais c'est quand même, tu sais, les boîtes de condoms féminins ou internes, ça va rester à peu près 2 condoms par boîte. Puis je pense que ça peut tourner autour d'une dizaine de dollars par boîte, versus une boîte de condoms masculins ou un condom externe, ça peut être, t'en as une vingtaine, une trentaine, puis ça peut être autour des mêmes prix. OK. Fait que c'est vraiment, vraiment plus cher, là, comme 10-15 fois plus. Là. C'est pas accessible, les condoms féminins, partout, dans toutes les pharmacies. Donc, ça peut être un autre enjeu à s'en procurer. Mais admettons que je veux essayer les condoms féminins, il faut savoir qu'ils sont tout le temps le même format. Donc, ça a l'air vraiment grand. Mais dans le fond, c'est pourquoi ça a l'air si grand versus les condoms masculins. C'est juste parce qu'il y a un anneau à l'intérieur, puis ça permet de l'insérer au niveau vaginal. Donc, on le met pas sur un pénis comme on a tendance à le faire avec l'autre. Donc, on vient l'insérer au niveau vaginal, puis dans le fond, les rebords du condom
se repose sur les lèvres pour assurer la protection. Donc, ça fait le même effet barrière. La personne qui a, par exemple, un vagin peut se le mettre elle-même à l'avance aussi Fait que pour s'assurer la protection. anneaux, un en haut puis un en bas. Exact. Donc, un en bas, comme si on veut, comme une coupe menstruelle qu'on peut plier et insérer. Donc, ça va être le même principe. Donc, on l'insère. Puis pourquoi certains... C'est les os du bassin qui vont le tenir en place. Hein? Oui, en général, c'est ça, ça reste bien en place. On n'a pas besoin d'aller super loin non plus. Non, non, c'est ça. Souvent, notre os pubien n'est pas si haut que ça. Là. Non, exact. Donc, ça s'installe bien. Ouais. Puis pourquoi certaines personnes vont faire cette méthode-là? C'est parce que ça peut être inséré à l'avance. On pense, par exemple, puis c'est pas que cette clientèle-là qui va l'utiliser, mais par exemple, les travailleurs du sexe qui vont utiliser le condom féminin, ils peuvent plus s'assurer d'une protection versus si leurs clients ou les personnes qu'ils rencontrent ne veulent pas utiliser de la protection, ben elles ont déjà comme ce contrôle-là, si on veut, sur leur fertilité, de pouvoir l'utiliser. Après, toute personne peut l'utiliser à même titre qu'un condom externe. Puis, j'ai une collègue qui m'avait déjà nommé de pouvoir mettre un condom féminin. Par exemple, je voudrais utiliser différents jouets sexuels. Au lieu de mettre un condom sur tous les jouets sexuels, je peux en mettre un, puis je peux utiliser différents jouets sexuels, puis je reste protégée. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant quand je veux explorer ma sexualité, puis je veux m'assurer d'être protégée avec les échanges de fluides qui peut avoir des risques d'ITSS à ce moment-là. Donc, ça reste une protection qui peut être intéressante. Il faut quand même faire attention là, avec les jouets sexuels parce que j'imagine qu'avec le frottement du jouet sexuel, il y a quand même un risque que ça brille. Peut-être pas si élevé que ça, mais il peut quand même avoir un risque. Donc, juste être conscient de ça avant si on est dans une situation où est-ce qu'il y a plein de partenaires différents puis qu'on se passe les jouets sexuels. Juste se rappeler que c'est pas infaillible là, non plus, mais c'est quand même beaucoup mieux que si on n'en mettait pas du tout. Là. Donc, oui. Si je suis plus à l'aise aussi avec l'utilisation d'une contraception, d'une protection point, bien entendu, ça peut être une bonne méthode. Puis juste l'essayer, ça peut être le fun de tester différentes méthodes. Ben oui. Puis de voir si ça me convient encore une fois. Oui, puis c'est ça, tu disais que ça avait l'air gros. Là, fait que dans le fond, si c'est pas si loin que ça fait juste comme se replier sur les bords, puis ça vient pas gêner au niveau de la sensation pour soi-même, pour notre partenaire. Non, c'est ça. Ça devrait pas gêner. Si ça gêne, on peut. C'est là que la communication embarque. C'est important de se dire si ça fonctionne, si on doit se réajuster. Est-ce qu'on on utilise du lubrifiant, on n'en utilise pas. Donc, ça aussi, on peut s'en parler pendant le rapport, bien entendu. Ça fait partie de l'ajustement, puis ça peut être drôle au final, puis ça fait juste que c'est plus réel, c'est humain, c'est correct. Oui. Puis, tantôt, tu parlais de communication. Il y a différents types de partenaires. Des fois, il y a même de la violence qui peut s'installer. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Je sais que vous faites beaucoup de sensibilisation là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Je dirais que nos ateliers, en général, ça va, c'est dans une perspective de prévention, si on veut, des violences. On entend de plus en plus le terme coercition reproductive. Donc, si je l'explique, la coercition, moi, j'aime bien l'expliquer aux jeunes de coercition, pour toi, comment ça sonne? C'est quelque chose de quand même négatif. Donc, la coercition, c'est d'imposer à sa partenaire, si tu veux, une pratique qui pourrait jouer sur sa santé reproductive sans son accord, sans qu'elle soit au courant. Donc, par exemple, on entend parler du stealthing, qui est... si on veut, je pense que c'est sabotage contraceptif en français. Okay. Donc, qui serait, par exemple, de percer le condom à l'avance, soit dans un but de vivre une situation de grossesse sans que le partenaire le sache. Ça peut être le partenaire qui veut faire vivre une situation de grossesse à sa partenaire à ce moment-là. Donc, encore une fois, c'est pas consentant. Et c'est même illégal. Hein, c'est illégal. Puis c'est aussi une agression sexuelle. Donc, c'est quand même important à comprendre. Puis, tu sais, coercition reproductive, ça peut aller, j'irais jusqu'à, je me mets de nommer à mon partenaire que j'utilise la contraception alors qu'on s'en était parlé à la base dans une perspective de se protéger d'une situation de grossesse. Donc, ça aussi, ça peut aller dans les deux sens, autant gars que les filles, que toute personne qui a la sexualité au final. Donc, ce qu'on se parle de qu'est-ce qu'on se nomme, comment on partage la contraception, si on en utilise ou on n'en utilise pas, c'est là que ça va être le noyau, si on veut, pour éviter la coercition, pour éviter des situations d'agression, que les personnes, finalement, vivent des situations de grossesse qui n'étaient pas, qui est à leur insu, qui est contre leur gré. Donc, ça aussi, c'est quand même important. Donc, oui, dans cette perspective de prévention-là, on leur nomme, puis c'est important pour tout le monde, puis ça peut toucher tout le monde. On n'est pas à l'abri non plus.
Puis, tu sais, est-ce que ça peut même aller jusqu'à un partenaire qui va vraiment comme trop insister pour que la personne, mettons, se fasse mettre un stérilet ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous voyez ça? Ou ça, c'est vraiment plus dans Imposer de la ça pourrait. J'impose à ma partenaire d'utiliser la contraception, puis sous menace, sous le fait que je le laisse ma partenaire, mon partenaire. Est-ce que c'est de la contraception, coercition reproductive? Je ne sais pas jusqu'où vont aller les limites, mais oui, on s'entend si dès que je joue sur la santé reproductive de ma partenaire, dès que je veux essayer de contrôler la sexualité de mon partenaire, il faut quand même se questionner sur c'est quoi que je suis en train de créer là? C'est quoi s'il y a un aspect de contrôle, s'il y a un aspect de. C'est ça, je veux manipuler ma partenaire. Donc oui, j'irais jusqu'à ça pourrait être de la coercition d'une manière, oui. Mais tu sais, j'ai comme juste l'exemple en tête là, de. Je suis peut-être trop vieille, là, mais l'horloge biologique, où est-ce que le gars, il pressait un jus d'orange à tous les matins à sa blonde parce qu'il voulait pas qu'elle tombe enceinte alors qu'il avait discuté, qu'il voulait avoir un enfant. Puis là, lui, il s'est dit, oh non, moi, ça me tente plus. Fait que là, il mettait une pilule contraceptive à tous les matins pour la forcer. Fait que, tu sais, comme, c'est pas obligé d'être non, aussi farfelu que ça, là. Ça, tu sais, juste comme percer le condom ou. Ça peut être d'autres types. Là, oui, ça peut se décliner. Ouais. Mais tu sais, je pense que je reviens, mettons, au libre choix. C'est quoi le libre choix qui va être de je peux choisir si je veux des enfants, quand je veux en avoir, puis de la manière que je veux en avoir. Oui. Donc, pour certaines personnes, ça peut pas nécessairement se faire de façon, je veux dire, naturelle, mais on s'entend là, que c'est biologiquement. Donc, ça peut passer par soit de l'accompagnement fécondation in vitro, don d'ovules, don de sperme. Ça peut être gestation pour autrui. Ça peut être aussi adoption. Donc, tu sais, quand on parle de choisir si, quand et comment je veux choisir, comment je veux vivre ma santé reproductive, dès que quelqu'un touche à celle-ci dans une perspective de me nuire, je dirais que oui, là, on tombe dans de la coercition à ce moment-là. Puis, oui. Puis au contraire, si je vais dans le bien-être de la personne, puis j'essaie de la considérer, je communique avec elle, je lui nomme ce que je veux, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes souhaits. Si je suis capable de dire ça, après, la personne est capable de pouvoir prendre des choix, puis je suis capable de prendre des choix aussi qui concordent ensemble à notre besoin, si on veut, en termes de protection. Puis ça se peut aussi que cette communication-là soit peut-être plus en surface, si je connais plus ou moins la personne, c'est juste une soirée. Mais ça reste qu'il y a une communication quelconque qui se fait également, puis qu'elle devrait être présente, peu importe c'est quoi le contexte relationnel que j'ai avec ma partenaire ou mes partenaires. Puis là, dans le fond, on a parlé de comment prévenir une grossesse, mais si, mettons, ça arrive pareil et que c'est pas ça qu'on voulait, on vient vous voir, comment que ça se passe? Mettons que moi, je viens vous voir concrètement. Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous? Est-ce que je peux juste aller vous voir? Pour donner des exemples? On est quand même très flexible. Donc, par exemple, je vis une grossesse qui n'était pas planifiée. Ouais. Ou que je voulais vivre une situation de grossesse, finalement, je réalise que je suis plus nécessairement dans cette réflexion-là. Peut-être que j'ai changé d'idée, puis c'est correct également. Peu importe, c'est une grossesse que je sais pas qu'est-ce que je veux en faire ou je veux pas la poursuivre. Mais on peut appeler simplement notre organisme à Grossesse Secours. Ça peut être aussi, je me présente sur place, on a des personnes qui font juste passer dans le quartier puis qui s'arrêtent, viennent nous poser des questions puis que finalement on tourne, qu'on fait une rencontre sur place, c'est correct. Okay. Donc, tu sais, si tu es aussi peut-être plus gêné, tu peux le faire aussi par clavardage aussi, tu sais, c'est accessible. Bon, ça, ouais. Il y a différents niveaux qui peut convenir à tout le monde. Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture ou... Oui, sur place, c'est de 9h à 4h qu'on accepte le monde sur place. Mais après, notre ligne d'écoute est ouverte de 9h à 9h le soir et tous les jours de la semaine, même la fin de semaine également. Donc, c'est comme... Oui. C'est quand même assez flexible là, pour quelqu'un qui se posera des questions. Et là, supposons, elle appelle, elle va décrire sa situation. Puis là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous la référez? Vous dites de venir? Bien, souvent, on va leur demander, c'est quoi? Tu sais, on repart, par exemple, c'était quoi ta réaction quand tu as fait un test de grossesse qui était positif? Est-ce que tu en as fait un, premièrement? Si non, on peut en faire un sur place. Tu peux en faire un, puis tu peux nous rappeler également. On peut le faire ensemble. Peu importe. Donc, mettons que le test est positif. Ça a été quoi ta réaction? Puis, suite à ça, oui, me décrire c'est quoi ta réalité? C'est quoi ton contexte de vie présentement? Que ça soit émotionnel, que ça soit au niveau médical, économique, ça peut être... je les perds puis je les présente tout le temps. Mais dans le fond, c'est de présenter sous différentes visions les choses dans la situation dans laquelle la personne se trouve. Puis présentement.
Donc, Ouais. tu sais, ça se peut qu'il y a 5 ans, tu étais complètement ailleurs, tu as vécu une situation de grossesse, Oui. puis aujourd'hui, tu es ailleurs. Ouais. Donc, présentement, c'est quoi ta situation de vie? C'est quoi les pour et les contre dans tes réflexions quand tu penses aux différentes options? Donc, nous, on va toujours leur poser la question, quand tu penses à la poursuite de la grossesse, à l'interruption de grossesse ou confiant en adoption, c'est lesquels qui te parlent le plus? Ça se peut que ça te parle tout. Parfait. On va aller les explorer. Qu'est-ce qui dans ta situation, qu'est-ce qui te fait réfléchir à telle option? Qu'est-ce qui tombe dans cette balance-là de cette option-là? Qu'est-ce qui est un défi dans l'option? Donc, on peut aller explorer ces différentes perspectives-là. On peut donner de l'information, bien entendu, si la personne ne sait pas, par exemple, c'est quoi les différentes méthodes d'avortement, par exemple, nous, on peut embarquer, on peut lui expliquer, encore une fois, de façon neutre, puis que la personne puisse réfléchir. C'est pas aujourd'hui qu'il est obligé de prendre la décision, mais qu'elle puisse y réfléchir avec le plus d'informations possible. Même chose pour la poursuite de la grossesse. Ben, qu'est-ce que ça implique? C'est comment que ça fonctionne, les suivis de grossesse? C'est quoi, mettons, la suite des choses, les examens et l'implication, puis confier en adoption, ben, comment ça fonctionne avec les centres jeunesse, si je veux me renseigner. Donc, on peut tout explorer les différentes voies. Puis si une personne me dit, ben moi, je veux juste de l'information pour la poursuite, pour l'interruption ou pour confier en adoption, ben, parfait, je vais te le donner. Je vais te donner comme les démarches à suivre, puis tu peux nous rappeler au besoin. Donc, c'est vraiment au rythme de la personne qu'on y va de façon neutre. Souvent, les personnes me disent... C'est ça qu'il y a de bien, je trouve, avec un organisme comme vous, c'est que quand on en parle à une amie, à notre mère, mais souvent, cette personne-là va être teintée de sa propre opinion. Donc là, avec vous, on est certaine qu'il y a personne qui va nous juger, personne qui va essayer de nous influencer là, dans Oui, façon neutre. des personnes, justement, se tournent vers notre organisme parce que c'est anonyme, parce que, justement... ont peur, des fois, de nommer justement leur entourage parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de soutien ou de, si je le nomme tout de suite, ben, comment ça va teinter ma réflexion aussi? Si, par exemple, je dis que je suis enceinte, ben, est-ce que ça se peut que, par exemple, ma famille ou mon entourage soit déçu si finalement je décide de ne pas poursuivre? Donc, il y a ça aussi qui peut rentrer dans la balance. Donc, oui, bien entendu, tu sais, le social, c'est très important aussi. Puis dans les réflexions qu'on va explorer de est-ce que j'en parle à la famille ou pas, puis de quelle manière j'en parle si je veux en parler. Même chose, que ça soit à l'emploi. Donc, c'est aussi, c'est ça. Donc, de façon neutre, oui, c'est ce qu'on va faire, sans jugement. Donc, puis à ton rythme pour que tu puisses choisir ben, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Puis nous, on va jamais leur demander à la fin de la rencontre, ben, c'est quoi ton choix? Non. OK, mais c'est non. bon, c'est bon à savoir. Souvent, c'est au contraire, on dit, ben, prends le temps. Prends le temps. Ça, le temps pour toutes les options. Puis, tu sais, je vais le plugger ici, mais l'avortement, il n'y a pas de limite de temps pour pouvoir y avoir accès. Je peux y avoir accès tout au long de ma grossesse. Donc, souvent, des personnes, ils se sentent bloqués dans là, je dois prendre une décision rapidement parce que je ne sais pas à quel nombre de semaines je suis rendue. On peut aller explorer ça également, faire voir, t'es rendu à peu près où. Moi, souvent, ce que je leur nomme, c'est que ben, la limite, souvent, vient de toi, puis c'est correct de la respecter, ta propre limite. Mais pourquoi qu'on a, dans l'imaginaire collectif, on a le 12 semaines en tête? C'est-tu parce qu'avant ça, ça existait, cette limite-là, ou c'est aux États-Unis, ou c'est... C'est une bonne question. Pourquoi le 12 semaines? T'sais, rapidement, j'aurais tendance à dire il y a deux méthodes. À l'avortement, tu as celui soit par médicament ou celui par instrument. Celui par médicament, c'est dans le premier trimestre, donc les 12 semaines. OK. En général, les milieux l'offrent jusqu'à 9-10 semaines de grossesse par médicament. Mais après, tu as celui par instrument qui est accessible tout au long de la grossesse. Donc, dès le moment aussi, le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Pendant un moment, au Québec, tout du moins, là, on avait une limite de temps. Donc, qui était, je crois, autour du 23-24 semaines de grossesse. Puis, heureusement, ben, on l'a étendu, cette limite-là, pour pouvoir permettre cette accessibilité-là. Entre autres, avec la COVID, ça l'a aidé dans le dossier de l'avortement pour son accessibilité. Étrangement, parce qu'avant, au Québec, il fallait se rendre aux États-Unis pour pouvoir y avoir accès en troisième trimestre, par exemple. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on peut y avoir accès là, pour le Québec en troisième trimestre également. Et tu me parlais là, des deux types d'avortement. Donc, quand c'est via médicament, est-ce qu'il faut aussi avoir un curetage ou non, là, c'est vraiment juste par médicament, le fœtus va sortir tout seul? En général, c'est seulement par médicament. Donc, tu as la première prise de médication pour mettre fin à la grossesse, puis la deuxième pour expulser le contenu utérus. Donc, c'est deux médications qui sont offertes dans le milieu que je vais prendre le rendez-vous. Qu'on peut prendre à la maison ou en clinique? La première est offerte en clinique. Puis par la suite, je retourne à la maison à peu près 72 heures plus tard. Donc, je prends la deuxième médication, 48 à 72 heures. Je
prends la deuxième médication qui permet d'expulser le contenu de l'utérus. Donc, c'est normal qu'il y ait des saignements, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires. Je peux avoir de la médication, bien entendu, prescrite pour diminuer les douleurs. Mais ça peut être pour certaines personnes leur façon de pouvoir le vivre à la maison, entourer des personnes qui sont confortables s'ils le souhaitent, de pouvoir vivre, de pouvoir voir. Par exemple, les saignements, ça peut être quelque chose qui leur permette à faire pas nécessairement le deuil, mais pouvoir voir et vivre cette expérience-là, puis se sentir confortable. Puis, tu sais, faut se rappeler aussi que l'avortement, on le voit des fois que c'est dur, puis c'est pas facile, mais pour certaines personnes, c'est le bon choix, c'est la chose qui est pour eux. C'est un soulagement, puis c'est pas nécessairement une expérience qui est traumatisante. Ça peut être quelque chose de libérateur à ce moment-là, mais on s'entend que de devoir faire le choix de l'avortement, ben c'est pas un choix nécessairement qui est... Si je devais ne pas faire de choix, point, j'aurais pas... Tu sais, je veux pas nécessairement... Si on veut se faire avorter, c'est parce qu'à la base, on aurait choisi de pas tomber enceinte. Donc, c'est ça, puis c'est correct. Puis encore une fois, l'avortement, c'est un choix qui est valide, puis peu importe c'est quoi les raisons. Puis en fait, je viens de dire ça, mais pas tout à fait, parce que des fois, on en voulait un enfant, puis là, finalement, ça arrive et on a le droit de changer d'idée. Donc, juste apporter une petite nuance à ce que j'ai dit. Oui, puis on a le droit de changer, oui, tout à fait. Donc, je voulais vivre une situation de grossesse, puis finalement, je réalise que ça me convient plus, puis c'est correct. Puis, je pense que c'est même grâce à votre organisme que j'ai pris conscience là, de la précarité liée à l'avortement parce que c'est pas tout le monde qui est près d'un centre qu'on peut se faire avorter. Et là, le coût à l'avortement, et c'est pas juste le coût de l'avortement, mais c'est le coût de déplacement, de logement, le coût est-ce qu'on peut laisser sa famille aussi pour, si on a d'autres jeunes enfants et tout. Par l'avortement par médication, est-ce qu'il y a possibilité de se faire prescrire et de prendre les 2 doses à la maison ou pas du tout? Bonne question. J'aurais tendance, je crois que dans les régions, ça reste que c'est une limite d'accès, tout ce que tu viens de me nommer. Je crois que dans les régions, il pourrait y avoir des ententes, des ajustements qui peuvent se faire. Je connais un organisme en ligne qui va œuvrer là, partout dans le monde qui s'appelle Women on Web, qui offre justement à distance là, cet avortement par médicament gratuitement pour aider à l'accès. Au Québec, concrètement, vu qu'on a des points d'accès, même si c'est super limité pour des personnes en région, puis on fait juste réfléchir à Québec, qui est notre province... à Québec, dans la ville de Québec, il y a seulement un point de service en accès à l'avortement. À Montréal, on est quand même bien servi, mais ça risque que... C'est ça, on peut penser, par exemple, en Gaspésie, que je dois faire des heures et des heures de trajet pour pouvoir me rendre, pour y avoir accès. Puis souvent, c'est plus offert, par exemple, par médicament, parce que c'est peut-être plus facile pour les rendez-vous, mais ça reste que médicament, il faut que j'ai plus de rendez-vous sur place, donc ça peut être plus difficile également. Je dois prévoir plusieurs rendez-vous pour aller vérifier que ça s'est bien déroulé suite à la prise de la médication. Ah, OK. Également. Donc, on prend la première dose en clinique, on prend la deuxième dose à la maison. Oui. Mais après, il faut retourner pour s'assurer que tout s'est bien passé. Exact. Puis, il y a toujours un rendez-vous. Quand tu me demandais est-ce qu'il y a curetage, bien, ça dépend. Habituellement, non. Mais si, admettons, on voyait que la grossesse ou le contenu de la grossesse n'était pas tout évacué, bien, ça se peut qu'il faudrait aller s'assurer de tout retirer pour pas qu'il y ait d'infection, pour pas qu'il y ait de risque par la suite. C'est par échographie qu'on vérifie? Oui, ils font un examen, une échographie. Okay. Donc, d'où ce qui répond un petit peu à la question pourquoi, est-ce que c'est possible pour les personnes qui habitent en région éloignée, qui n'ont pas accès facilement? C'est parce qu'il faut de toute façon retourner à la clinique pour vérifier que c'est bien sorti. Puis, donc, ce serait pas nécessairement la meilleure option de juste faire ça tout seul complètement. C'est une option comme un autre. Puis, il faut juste se rappeler, habituellement, il n'y a pas de complications suite à celle par médicament. Habituellement, ça fonctionne très bien avec les 2 prises de médication. Puis le rendez-vous de suivi, c'est juste s'assurer que ça s'est bien déroulé. C'est sécuritaire, autant celle par médicament que celle par instrument. Quand c'est fait, on se rappelle, dans un contexte médical, puis que justement, là, ça n'a pas d'effet sur ta fertilité. Donc ça, c'est un mythe qu'on entend beaucoup, que tu vas être infertile, tu ne pourras pas vivre d'autres situations de grossesse, alors que c'est faux. Donc ça ne joue pas sur la fertilité. Les risques de complications sont beaucoup moindres, même que si on réfléchit à une situation de grossesse qui peut avoir plus de complications qui se déroulent pendant une situation de grossesse. Puis après, c'est un choix aussi qui est valide de pouvoir poursuivre. Puis, parce que moi, j'étais en traitement de fertilité, puis à un moment donné, ça ne marchait pas. Puis une des solutions là, ou des choses qu'on a essayé, ça a été de gratter mon utérus, comme mon endomètre, pour faire comme si, pour aider l'embryon à s'implanter. Puis, comme si un peu j'avais eu un avortement. Puis, dans les 2 fois que
Ben, en fait, quand je l'ai fait, là, les 2 personnes, qui étaient là, m'ont dit: «Ah, est-ce que tu as déjà eu un avortement dans le passé?» Dans mon cas, j'en avais pas eu, Mmh mh. mais est-ce que ça laisse une trace d'avoir un avortement ou, c'est peut-être trop C'est on c'est sait une pas bonne question, puis exactement? je suis pas au courant aussi pour les traitements de fertilité, c'est quoi les techniques Non, non, mais tu sais, juste le point qu'ils m'ont dit: «Est-ce que tu as déjà eu un avortement?» Tu sais, comme si ça avait été gratté, ou dans le passé ou, Je je vais pas me lancer sincèrement, mais j'aurais on tendance à dire peut-être. on pourrait peut-être le voir, mais ça a pas d'incidence sur la fertilité en Non, soi. Donc, on non, peut être puis rassuré de ça, là. exact, ça devrait pas c'est ça, ça joue pas sur la fertilité, puis ça devrait pas jouer sur ta sexualité. Si tu aurais des douleurs ou suite à un avortement, si tu ressens justement encore des douleurs, ben là, il faut que tu y retournes. Tu sais, tu devras recommuniquer avec le milieu pour t'assurer que ça s'est bien déroulé. Donc, ça arrive, on s'entend, mais c'est comme n'importe quelle intervention médicale au final. Donc, mais après, est-ce que ça a des marques? Je le sais pas. Je suis pas au courant. Quel est... J'étais juste Mais, curieuse là, ben, par rapport à non, c'est une ça. bonne question. Puis là, tantôt, tu as parlé qu'on peut avoir une interruption de grossesse à tout moment dans la grossesse. Mhm. Et là, j'entends déjà des gens dire oui, mais là, tu sais, à tant de semaines, le bébé peut être viable. Blablabla. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, là? Mhm. Tu sais, au moment de l'interruption de grossesse, quelqu'un qui serait en désaccord avec ça, qui dirait: «Ah oui, mais le bébé pourrait vivre, alors c'est comme un meurtre». C'est pas un meurtre, là, disons-le Mhm. bien, là. Ben, il y a des personnes qui vont, tu sais, qui nous appellent encore une fois sur la ligne d'écoute, puis qu'ils réfléchissent, par exemple, à l'interruption de grossesse, puis qui nomment, ben, pour moi, ça serait un meurtre. Je suis pas là pour créer un débat, je suis pas là pour non plus On veut pas ça, non. insensibiliser non plus la personne. Puis dans le fond, moi, ce que j'aime explorer, c'est pourquoi, tu sais, c'est quoi tes réflexions derrière justement ce propos-là. J'aime bien leur nommer. Pour toi, mettons, choisir l'interruption de grossesse, c'est quoi l'intention derrière? Est-ce que c'est un choix? Parce que meurtre, c'est violent comme mot. Est-ce que c'est quelque chose de violent que tu veux faire? C'est quelque chose pour blesser, pour tuer? C'est ça, l'intention que tu as derrière le choix? En général, les personnes, ils vont pas être là-dedans. On est plus dans une perspective de je veux prendre un choix qui est éclairé. C'est pour ça que j'appelle, entre autres. Je veux y réfléchir. Puis c'est pas pris sur un coup de tête. Faut pas penser que c'est facile, je me tourne juste vers l'avortement comme ça. Donc, j'y réfléchis. C'est quelque chose qui est bien intentionné pour la grossesse, pour moi. Puis souvent, c'est une question d'amour aussi, de que je réfléchis aussi à mon entourage, je réfléchis à moi, je réfléchis à qu'est-ce que je souhaite à cette grossesse-là. Puis des fois, c'est ça qu'on se retourne. Fait que j'aime bien l'amener dans cette perspective-là. Ou encore, ben, pour toi, c'est quoi les valeurs qui ressortent quand tu penses à l'avortement? Si tu me dis, ben, me- là, j'ai challengé le mot en tête, là, mais ça vient chercher quelque chose en moi là, en lien avec la valeur de la famille, de la vie. Ben, qu'est-ce qui rentre en, c'est ça, en contradiction avec ce choix et comment tu vois certaines valeurs. Puis on va l'explorer. Puis comment cette valeur, souvent, au final, on la retrouve également dans ce choix-là. C'est juste que c'est correct, des opinions, puis tu as un bagage que moi, j'aurais un autre bagage, puis je viens à l'encontre de c'est quoi ton bagage. Puis explique-le-moi. Puis ça va te permettre aussi de faire ce Ouais. chemin-là dans ta réflexion. C'est ça que je trouve tellement bien, c'est de voir les choses différemment avec Mhm. votre regard neutre sur la situation. Tu sais, c'est pas, faut y aller globalement aussi dans le contexte global. Tu sais, si, OK, ben non, c'est un meurtre, OK, je vais l'avoir, mais finalement, au final, tu t'occupes pas bien de cet enfant-là ou tu peux, tu sais, t'as pas les ressources psychologiques ou même financières. Mhm. Tu sais, c'est pas mieux, non, il va y avoir beaucoup plus d'impact négatif sur ce futur enfant-là versus si j'interromps ma grossesse, là. Donc, ouais, je pense que ça Mhm. serait bien comme Ça peut être des réponse. réflexions, puis tu Ouais. sais, je le ramène, mais ça reste que dans la question de l'avortement, où, tu sais, on parle de viabilité, mais il y a aussi l'aspect de, techniquement, l'embryon, le fœtus, au Canada, tout du moins, qu'est-ce qu'on a établi présentement pour que ça soit décriminalisé, c'est que ça n'a pas de statut légal. Donc, ne peut pas faire, n'a pas un droit, n'a pas un choix pour pouvoir faire. Donc, ça revient à la personne qui a un utérus de pouvoir faire sa décision en lien avec son corps. Puis, c'est pas ma partenaire, c'est pas quelqu'un de ma famille qui peut faire le choix pour moi. C'est la personne qui est enceinte, qui peut vivre la situation de grossesse, que je sois de femme, personne trans, non-binaire. J'ai un utérus, c'est moi qui vis la situation, donc c'est moi qui choisis. Puis, après, il y a tout, comme on parlait tout à l'heure, là, on explore c'est quoi ta situation de vie actuellement, c'est quoi tes intentions, c'est quoi les choix qui s'offrent à toi. Puis on va t'informer, mais après, c'est toi qui prends la décision. Puis je sais qu'il y a des fois, il y a des personnes qui sont comme, mais toi, qu'est-ce que tu ferais comme choix? Je peux pas répondre Ben pour non. toi. Je vis pas la même situation que Ouais. toi. Puis ça te revient, tu es l'experte ou l'expert de ta réalité. C'est toi qui sais c'est quoi qui est le mieux pour ta situation. Puis souvent, cette question-là vient plus du fait que
ça peut être parfois lourd à porter la décision de justement qu'est-ce que je veux faire. Je veux poursuivre, je veux mettre fin à la grossesse, je veux confier en l'adoption. Donc, ça peut porter son poids, mais c'est important que ça soit toi qui le prends au final. Oui, puis j'aime ça que tu dises que c'est vraiment la seule personne qui porte l'enfant qui a le pouvoir décisionnel à la fin, parce qu'il y en a qui pourraient, mettons, leur partenaire pourrait leur dire non, 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 c'est mon fœtus à moi aussi, j'ai le droit, moi je veux poursuivre. Et là, puis là, la personne, ben, s'il ne s'informe pas, dit ah oui, c'est vrai, il a le droit. Mais non, ça reste là, vraiment le choix de la personne qui vit la grossesse de l'interrompre ou pas, là. Exact. Ça peut être une discussion qu'on peut avoir en couple. Ça peut être une discussion qu'on a avec le géniteur, la géniteuse, en lien avec la situation de ben, comment que la personne voit ça, comment qu'elle veut s'impliquer dans le choix que je vais faire. Est-ce que c'est de m'accompagner, quitter la relation? Est-ce qu'elle veut s'impliquer au niveau parental ou pas, selon le choix également que je vais faire? Donc, de pouvoir discuter de cette réflexion-là, ça peut être pertinent dans le choix que je vais faire au final. Ça peut m'éclairer sur la décision que je vais prendre. Si je sais, par exemple, que moi, ma partenaire ne va pas me soutenir dans telle option, ça peut créer une pression également. Il faut faire les nuances. Ouais. Mais ça peut être quelque chose aussi qui est éclairant dans... Ben, j'ai l'information de comment que ma partenaire va réagir. Puis c'est correct aussi si je veux juste pas en parler. J'ai le droit de pas vouloir en parler, puis de pouvoir prendre, quand on disait, prendre à son rythme, mais je peux prendre mon temps de faire la réflexion, puis après, je peux le nommer. Ouais. Mais ça reste que oui, c'est une situation de grossesse, c'est qu'il y a différentes personnes qui sont impliquées, puis on a toute une part de responsabilité là-dedans, puis c'est ça, des droits, des obligations qu'il faudra choisir en lien avec les options, puis avec c'est quoi le choix qui va être fait. Puis quelqu'un qui déciderait de ne pas interrompre sa grossesse, donc de la poursuivre, mais qui ne voudrait pas garder l'enfant, tantôt tu en as parlé brièvement, comment est-ce que vous accompagnez les personnes là-dedans, là, vers l'adoption? Oui, fait qu'admettons, je veux poursuivre la grossesse, puis je veux confier en adoption. La réflexion peut se faire pendant la grossesse. Donc, je pourrais, par exemple, faire des suivis de grossesse, voir comment se déroule la grossesse en lien au niveau de mon état de santé, l'état de santé de la grossesse. Donc, je peux faire toutes les mêmes étapes, si on veut, que d'une poursuite de grossesse et je garde l'enfant. Puis, je peux me renseigner également. C'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Les suivis de grossesse sont pas obligatoires, OK. Pas à ma connaissance. OK. Mais en général, la plupart du temps... Recommandé, bien sûr. Recommandé, pour s'assurer que ça va bien. Ouais. Mais non, pas obligatoire. Encore une fois, c'est un choix. Tu sais, quand on parle de libre choix, ça va aussi dans tous les choix que je veux faire, aussi en lien avec les options. Mais c'est important de dire parce que c'est pas, même si ça peut sembler évident, c'est pas évident pour tout le monde, là. Donc, merci de préciser. Exact. Fait pour la poursuite, si je veux confier en adoption, je peux me renseigner. Renseigner, ça pourrait être d'appeler justement Grossesse Secours. Ben, c'est quoi? C'est où que je commence ou c'est qui que j'appelle? Les personnes qui prennent en charge les enfants qui sont confiés en adoption, ça avec les centres jeunesse. Qui a un autre volet qui est centre jeunesse, qui n'est pas c'est pas les maisons des jeunes. C'est pas les maisons, c'est pas des centres jeunesse avec des jeunes présents. Donc, c'est vraiment eux qui s'occupent de l'adoption quand on confie en adoption. Donc, eux, ils ont un service où que tu peux appeler, tu peux demander comment ça fonctionne, comment ça marche le transfert de droits parentaux de quand j'accouche à quand je le transfère, par exemple, au centre jeunesse. Donc, tes droits, tes obligations que tu acquiers quand tu deviens parent, quand tu donnes naissance, tu peux les transmettre au centre jeunesse quand tu confies en adoption. Donc, c'est transféré au centre jeunesse. Et eux, par la suite, les centres jeunesse, c'est eux qui s'occupent de l'adoption par des parents adoptifs qui transfèrent à nouveau ces droits-là, ces obligations-là aux parents adoptifs. Okay. Donc, après, c'est les parents adoptifs qui ont la charge des enfants complète pour s'assurer de leur santé, de leur sécurité. Donc, le processus peut se faire pendant la grossesse, peut se faire aussi après l'accouchement. On se rappelle, là, si je me trompe pas, je pense que c'est juste aux 14 ans de l'enfant que tu peux confier en adoption ton enfant pour X, Y raison. Puis qu'après, ils sont pris en charge par les centres jeunesse. Donc, je fais mon choix pendant la grossesse, par exemple. À l'accouchement, je veux confier en adoption. Là, je peux signer la feuille de consentement pour confier en adoption au centre jeunesse. Si je suis la seule personne présente dans la situation, c'est seulement moi qui devra signer pour confier en adoption. Mais si le géniteur est présent, il devra également signer. Puis ça va être obligatoire qu'il signe également pour que ça puisse être confié en adoption. Si, par exemple, moi, je veux poursuivre la grossesse pour confier en adoption, mais je ne veux pas avoir la charge de l'enfant, le partenaire ou le géniteur veut avoir la charge de l'enfant, je pourrais me départir de mes droits et que lui ait la charge de l'enfant. Donc, ça peut se faire également. C'est des cas qui arrivent. Mais à ce moment-là, le centre jeunesse n'est pas impliqué. C'est vraiment juste directement à l'autre parent. Là. Exactement. Okay. Mais sinon, c'est les centres jeunesse, puis c'est eux qui s'occupent de la gestion au niveau des parents adoptifs. Puis, admettons, plus tard, j'ai confié mon enfant en adoption. Les centres jeunesse ont trouvé une famille d'accueil pour cet enfant-là. Puis, ça me trotte dans la tête, je veux avoir des nouvelles de cet enfant-là. C'est bien que tu dis une famille d'accueil. Oui. Au départ, non pas une famille permanente. Là.
Ça peut être une famille d'accueil, ça peut être une famille permanente également, tout dépendamment de c'est quoi la situation, on Ouais. s'entend. Je veux avoir des nouvelles, par exemple, de cet enfant-là, je peux faire la demande au centre jeunesse. Moi, j'ai une confidentialité sur c'est qui l'identité du parent biologique. Donc, les parents adoptifs ne savent pas mon identité. L'enfant ne sait pas mon identité, c'est protégé par le service d'adoption. Je fais une demande, par exemple, pour pouvoir connaître mon enfant, avoir des nouvelles. Cette demande-là est transférée aux parents adoptifs, aux enfants, tout dépendamment sont rendus à quel âge. Puis, il faut qu'il y ait un accord qui sont faits des deux côtés pour pouvoir qu'il y ait une prise de contact. Ouais. Autant que je veux envoyer des photos, que je veux voir en personne cet enfant-là, il faut qu'il y ait une entente des deux côtés. Puis sinon, mettons, ça va dans l'autre sens. Là, un enfant qui vieillirait voudrait connaître qui son parent biologique, fait une demande au centre jeunesse, mais ça se peut que le parent biologique refuse. Il ne pourra pas avoir d'informations sur son parent biologique. C'est protégé par la confidentialité. Puis je veux qu'on se rappelle que dans ce processus-là, c'est tout le temps le bien-être de l'enfant qui est mis de l'avant. Il faut se rappeler. Puis, ben, c'est quoi le choix aussi à la base de la personne qui est enceinte? Si c'était de confier en adoption, c'est aussi son choix. Ouais. Fait que, Ouais, c'est tellement bien ça, parce que justement, tu n'as pas l'obligation de répondre et de savoir, mon Dieu, comment je vais répondre à cette mère-là, de par l'intervention, dans le fond, du centre jeunesse. Là. Donc, ben, tu sais, ça peut être une option tout aussi valide que d'interrompre sa grossesse ou tout à fait. vraiment là, Puis si je veux. choix. Là. Ben oui, puis si on explore un peu plus la poursuite de la grossesse, on parlait rapidement, tu sais, tantôt des suivis de grossesse. En général, ça commence autour de la 12e semaine de grossesse, les premiers rendez-vous. Tout dépendamment, c'est quoi mon parcours? Tu sais, tantôt, tu parlais que tu as eu un parcours en fécondation in vitro. C'est bien ça, je me trompe pas? Oui. En fécondation in vitro, ben ça aussi, tu sais, déjà là, tu es comme déjà plus impliqué déjà dans le processus parental, tu es déjà présente. Ça peut être après les suivis de grossesse. Puis est-ce que je fais un suivi de grossesse? Là, on s'entend, on pense rapidement aux hôpitaux ou avec les médecins, mais ça peut être avec des suivis maison de naissance, avec des sages-femmes, qui a une recrudescence aussi au niveau des réflexions, si on veut plus consciente, si on veut écologique, parfois, qu'on peut se tourner aussi vers cette option-là. Donc, c'est quoi le processus ou le suivi que je souhaite avoir? C'est quoi les accompagnements que je souhaite avoir? Est-ce que c'est avec une accompagnatrice à la naissance, une doula, une sage-femme? Ou encore, est-ce que c'est avec un médecin, une infirmière? Donc, ça aussi, je peux y réfléchir. Puis tout dépendamment de est-ce que j'ai une grossesse à risque ou pas? Bien là, après, il y a des considérations qui peuvent être prises. Bien, on peut cheminer là-dedans. Puis après, il y a la poursuite de la grossesse. Puis tu acquiers après tes droits, tes obligations parentaux. Donc, tu t'assures de la sécurité puis de la santé de ton enfant. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par plus écologique? Il y a des personnes qui vont plus se tourner au niveau sage-femme, plus dans la gestion, soit gestion de la douleur, qui vont être plus dans une perspective de je me ressens, plus en prise de conscience de son corps. Puis, moins de médicaments? Oui, c'est ça. C'est pas médicalisé. Il ne peut pas avoir d'épidurale qui est fait pendant un accouchement, par exemple, avec sage-femme. Donc, il n'y a pas de médicalisation. Rappelons qu'à tout moment, on aurait le droit de On aurait le droit. On appelle l'ambulance, on va à l'hôpital. Oui, tout à fait. Donc, il y a ces réflexions-là qu'on peut avoir. Est-ce que je veux vivre une grossesse qui est dans un milieu qui ne serait pas hospitalier, qui serait plus dans une chambre, dans une maison de naissance, chez moi? Donc, ça peut. Au niveau du transport, médicaments. Oui. OK. Ça peut être le transport où je préfère, pour certaines personnes, c'est super rassurant d'être dans un milieu hospitalier, de pouvoir avoir accès à ces professionnels-là de la santé qui peuvent intervenir s'il arrive quelque chose, que je peux avoir de la médication pour diminuer la douleur, pour arrêter la douleur. Donc, j'ai le droit d'avoir ça également. Ouais. Puis, tout dépendamment si j'ai besoin d'une césarienne ou pas, ben ça aussi, ben, tu auras des options, mais des fois, tu as des options qui sont aussi choisies là, pour par ta sécurité également. De ta sécurité et le bien-être de l'enfant exact. aussi. Là, si l'enfant est en détresse, vite, il faut exact. Puis, par rapport aux menstruations, quand les menstruations sont perçues négativement, quand ils sont un signe là, d'échec à la fertilité, qu'est-ce que vous dites, dans le fond, par rapport à ça là, dans les ateliers? Tu nous en parles un petit peu plus? Oui. Tu sais, tantôt, on parlait plus l'aspect de j'ai mes menstruations, comment ça peut être quelque chose de positif, de libérateur, un soulagement de les avoir. Ouais. Parce que je ne vis pas de situation de grossesse, par exemple, mais pour d'autres personnes, le fait d'avoir les menstruations, ça peut être quelque chose qui peut être vécu comme quelque chose de moins positif. Donc, soit j'ai mes menstruations, bien, premièrement, tous les effets. Là, on fait juste réfléchir à c'est quoi, ça peut être les douleurs associées à ça, ça peut être le fait que, c'est juste le vécu de menstruation. Aujourd'hui, il y en a qui ça leur tente pas, puis c'est correct d'utiliser. Entre autres, si on parlait des raisons pourquoi j'utilise la contraception, bien, ça pourrait être de je veux pas de menstruation parce que ça me fait suer. Ça fait des crampes menstruelles, ça vient avec tout son lot d'inconvénients. Là. Exact. Puis ça va pas jouer sur, encore une fois, sur le fait de ta santé, de prendre, par exemple, de la contraception de façon continue. Ça se fait, puis ça peut juste jouer, oui, sur ta fertilité, mais aussi sur le fait que tu n'auras pas de menstruation. Fait que juste l'expérience en soi, ça peut être que
je suis tannée, ça me tente pas, j'ai vécu ça pendant des années, puis ça me tente pas de les vivre. Pour d'autres personnes, de pas avoir les menstruations, ça peut être synonyme d'une grossesse puis d'un choix que je dois faire, comme qu'on vient d'aborder les différentes options. Puis ça peut être quelque chose de stressant quand je me situe dans une ambivalence ou quand je me situe dans une situation de grossesse qui n'était pas planifiée. Donc, c'est quoi l'option que je dois faire, vers quelle issue je vais me tourner? Mais je peux en témoigner, là, Oui. quand tu essaies de faire un enfant, puis moi, je suis un peu naïve, là, à tous les mois, j'y croyais. Puis à tous les mois, tu sais, comme, t'as un peu de syndrome prémenstruel, un peu de crampe, tout ça. Puis là, j'étais, oh, peut-être que c'est ça. Puis là, toutes les fois, ben là, c'est, je suis menstruée. Puis là, tu sors de la salle de bain, puis là, t'annonces à ton partenaire que, tu sais, je suis menstruée. Fait que, tu sais, là, c'est le signe que, ben, c'est ça, ça n'a pas marché. Puis, ben, on va recommencer. Puis là, des fois, ben, puis on a le droit de pleurer aussi. Pleurer, Ben oui. ça fait du bien, ça fait sécréter des hormones qui nous font nous sentir un peu mieux. Oui, puis on l'explore aussi. C'est quoi l'utilité? C'est quoi que ça sert, tes émotions que tu vis dans ta situation? De justement d'avoir des menstruations quand je suis dans un processus de recherche de fertilité, j'ai un projet parental, puis ça marche pas, je retrouve mes menstruations, ben c'est souvent, ça peut être vécu comme des échecs de le projet, c'est difficile, ça rajoute une lourdeur dans ce processus-là. Puis ben ça peut faire en sorte, ça affecte la personne qui vit, là. Premièrement, ce processus-là, ce projet de parentalité, mais aussi les partenaires là-dedans, la famille là-dedans, qui veulent que ça fonctionne. Donc, oui, ça peut être vécu de cette manière-là. On a des personnes sur la ligne d'écoute qui nous appelaient, puis que les tests de grossesse étaient tout le temps négatifs. Mais il n'y avait pas de menstruation nécessairement, mais ça peut être, on s'en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut jouer sur la présence ou pas de menstruation? Et là, les tests, là, tantôt tu as dit, puis je ne voulais pas te couper, là, mais il y a des tests négatifs, des faux négatifs, mais des faux positifs, ça se peut pas, là, on s'entend. Quand on est enceinte, on est enceinte. Ben, les faux positifs, c'est super rare. Dans le sens que un test de grossesse, à quoi ça sert? C'est de pouvoir détecter l'hormone de la grossesse. C'est ça. Donc, peu importe où tu l'achètes, on aime bien rire avec les jeunes, mais tu peux te le procurer au Dollarama versus en pharmacie. Ça va te coûter peut-être moins cher, mais c'est aussi efficace. Donc, peu importe c'est quoi le test, ils sont tous efficaces. Dans le fond, les faux positifs, là, ça, c'est des fausses croyances qu'on a. Ça, c'est rare. C'est très, très rare parce que, comme on dit. Moi, qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui est éclaboussé dessus, là, qui est enceinte, sinon. Exact. Ben, les faux positifs, j'aurais tendance à dire, si on parlait d'avortement, je viens de faire un avortement, ça se peut qu'il y ait encore de la présence d'hormones de grossesse. OK, oui. Puis souvent, ils disent, les médecins, de faire un test de grossesse pour voir s'il y a encore la présence d'hormones pour s'assurer que ça s'est bien déroulé finalement. Mais là, oui, ça se peut que ça soit présent. Dans ce cas. Mais sinon, non. J'ai eu, par exemple, des rapports. Faut que tu te questionnes. Est-ce que, premièrement, j'ai eu un rapport sexuel qui était à risque de vivre une situation de grossesse? Ça peut être un échec contraceptif. J'ai pas utilisé de contraception, peu importe. Donc oui, ça pourrait être... là, je me questionne sur ça. Je fais un test de grossesse. Si c'est négatif, c'est soit, par exemple, qu'il y a eu... que ça, justement, c'est négatif. Donc, il n'y a pas de situation de grossesse. Donc, malgré, mettons, le rapport sexuel qui était à risque, il n'y a pas de situation de grossesse. Ou encore, si, par exemple, il n'y a pas la barre sur la ligne de contrôle. Donc, ça veut dire que le test n'a pas bien fonctionné. Mais ça voudra simplement dire qu'il faudra que tu recommences. Puis, c'est là que, mettons, tout dépendamment du résultat, si j'ai pas encore mes menstruations, puis là aussi, est-ce que je l'ai bien fait, le test de grossesse? Est-ce que c'était 2 semaines après les rapports sexuels à risque? Ou encore, dès que j'ai un retard dans mes menstruations, je l'ai fait, ou je l'ai fait le lendemain des rapports sexuels à risque, ben là, ça se peut que ça soit pas aussi efficace, le test. Fait qu'il faut aller vérifier ça avec les personnes. Parce que des fois, c'est soit des fausses croyances ou c'est juste que j'ai pas l'information puis c'est correct. Donc, on la donne. Il faut attendre au moins 8-9 jours là, après l'ovulation, en fait, pour que le test commence à être positif, là, précoce. Puis, qu'est-ce que vous dites à une personne qui, justement, n'a pas ses menstruations, mais que le test est négatif? Qu'est-ce que vous dites à cette personne? Ben, c'est là que je reviens sur les habitudes de vie. C'est quoi tes habitudes de vie? Est-ce que tu questionner? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu vois des changements dans tes habitudes de vie avant? Mettons, avant là, justement cette absence de menstruation-là, est-ce que tes cycles sont réguliers pour elle, on s'entend? Oui. Donc, est-ce que tu as des cycles des fois qui sont plus courts, qui sont plus longs? Est-ce que c'est par alternance? Est-ce que c'est tout un cycle, par exemple, régulier de tel nombre de jours? Donc, ça, on va le questionner. Donc, tes habitudes de vie, si je reviens à ça, ça peut être en lien avec ton sommeil, ça peut être en lien avec le stress, ça peut être en lien avec l'alimentation. J'ai des troubles alimentaires, ça peut jouer sur ça. Ça peut être des signes de... Tantôt, on parlait aussi là, de soit des problèmes de santé. Donc,
quelconque, là, mais il y en a plusieurs, entre autres l'endométriose, qui sont souvent associées avec des douleurs également. Mais si on peut aller l'explorer, puis je vais pousser la réflexion, mais si on se questionne, avoir des menstruations, ça peut être parfois même un privilège, entre parenthèses, de pouvoir les avoir dans des milieux où on est en guerre, quand on a, Ouais. par exemple, plus de menstruation, des fois, c'est pas... Parce que je sais pas comment dire ça. Quand j'ai mes menstruations, ça peut être un signe quasiment de privilège. Donc, je suis dans un milieu de guerre, que je me sens, que je suis mal nourrie, je vis du stress à tous les jours. C'est normal que à un certain point, ça se peut que tu n'aies plus du tout de menstruation. Donc, de pouvoir les avoir, ça peut indiquer, entre autres, là, que tu es dans un contexte qui est favorable, si on veut, là, ou que tu peux avoir tous tes besoins de base qui sont déjà couverts. Donc, ça, il faut y réfléchir. Mais avec les personnes, moi, je te dirais, on explore les habitudes de vie, puis ben, si tu es stressé, puis si ça t'angoisse de ne pas avoir tes menstruations, puis que tu n'as pas de changement dans tes habitudes de vie, ben, tu peux refaire des tests de grossesse. Il n'y a rien qui t'en empêche. Tu peux repasser à notre bureau, c'est gratuit. Souvent, on leur en laisse également pour s'ils veulent en faire plus tard. Mais l'important, c'est que tu sentes que tu es confortable là-dedans. Parle-en avec tes médecins si ça t'inquiète. Appelle le 811, parle avec une infirmière, un infirmier pour en discuter. Tu sais, il y a des alternatives, mais habituellement, il faut aussi se remettre que les tests, c'est fiable. Puis que, tu sais, si ça a bien marché, tu l'as fait dans le bon si temps. on n'a pas payé cher pour, Non. même si on les a achetés en batch sur Internet, tu sais, comme tu dis, il faut détecter si l'hormone est là. Puis peu importe le test, c'est plus dans la façon de le lire. Il y en a qui vont être écrits digitalement ou enceinte de 2-3 semaines versus la petite barre, mais le résultat est le même. Donc. Fait que c'est de questionner, est-ce que j'ai eu une relation sexuelle à risque? C'est quand que je le fais, est-ce que c'est au bon moment? Puis est-ce que j'ai suivi comme il faut les consignes? Puis si tu as rempli tous ces éléments-là, ben après, le résultat, tu peux t'y fier. Puis, tu sais, des fois, on entend parler des tests de grossesse sanguine, donc les prises de sang. C'est sûr que c'est efficace à 100% les prises de sang, sauf que prendre un rendez-vous pour une prise de sang, ça peut être complexe. Parfois, c'est seulement pour avoir un résultat de test de grossesse. Les médecins ne vont pas nécessairement combler un rendez-vous pour ça. Tu peux faire les démarches si tu souhaites, mais après, c'est important que ça coûte plus cher. Puis... Tu peux le faire en privé, ça peut coûter ça peut inciter des frais, mais il faut se rappeler que les tests urinaires sont efficaces, sont super efficaces. Là. Donc, on peut s'y fier. Mais c'est ça. Après, c'est de questionner la personne, mais qu'est-ce que ça te fait? Peu importe c'est quoi le résultat, c'est quoi l'effet que ça a sur toi, c'est quoi l'émotion que tu vis, puis qu'est-ce que ça vient ressortir. Il y en a justement, ben, j'ai pas mis menstruation, c'est négatif, j'avais un désir de grossesse, ben, c'est quoi la suite des choses, qu'est-ce que ça l'éveille chez moi, puis je comprends pas, puis on peut aller explorer ça, justement. Ben, c'est le fun que vous accompagnez dans la personne psychologiquement aussi, peu importe. Tu sais, c'est pas juste... ça que je trouvais bien aujourd'hui, de mettre de l'avant le fait que vous n'êtes pas juste là pour « Hey, j'ai besoin d'un avortement ». Tu sais, vous faites beaucoup plus que ça. Et vous êtes super pertinent dans notre société, puis on a besoin là, d'organismes comme Grossesse Secours. Là. Merci pour ce que vous faites. Ben, merci également. Puis, pour terminer chaque épisode, je demande toujours à l'invitée si elle se souvient de comment elle a vécu ses menstruations. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. J'ai quand même... Oui, j'ai quand même des bons souvenirs. Je dirais que j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'être dans une famille où c'était pas nécessairement tabou de parler de menstruation, que j'ai eu accès à des ouvrages pour pouvoir me renseigner avant de les avoir, que mes parents me transmettaient, puis on pouvait l'aborder, ça servait à quoi les menstruations, comment ça allait se présenter, puis qu'est-ce que ça pouvait être comme expérience. Donc, j'avais eu ces discussions-là avant de les savoir. Donc, quand je les ai eues, pour moi, j'étais comme, OK, là, je suis rendue là. Ouais. Fait que c'était pas stressant. J'étais comme, OK, c'est juste un autre étape. Mais après, oui, c'est de l'ajustement par la suite. Donc, tu sais, moi, je pense que je les ai eues quand même jeunes par rapport à mes amis à ce moment-là. Donc, j'étais en 6e année, peut-être autour de 11 ans. Je les ai eues quand même jeunes. Puis je te dirais que c'est comme un peu moi aussi que mes amis qui n'avaient pas encore eu les menstruations, que ça l'a passé de hey, j'ai des questions parce que ça me fait peur ou ça me stresse. Oui, puis c'est la pire. Un peu, tu sais, de c'est quoi que j'utilise. Puis est-ce que j'utilise des serviettes? Est-ce que j'utilise des tampons? Est-ce que là, aujourd'hui, moi, j'avais pas peut-être ces réflexions-là avant, mais tu sais, les coupes menstruelles, les disques menstruels, est-ce que je prends des culottes lavables, des serviettes lavables? Donc maintenant, il y a tellement d'options. Mais tu sais, je te dirais que dans ce temps-là, j'étais plus dans les serviettes, les tampons. Qu'est-ce que j'utilise? Il y en avait moins aussi. Là. C'était moins popularisé. Là, exact. Fait que, tu sais, de pouvoir transmettre ça, de pouvoir aussi, parce que j'en avais, que j'étais comme, bon, OK, je vais pouvoir t'en donner, mais le nombre de fois aussi que j'ai été prise au dépourvu, dans l'adaptation j'ai pas de produits sur moi, l'école, ben, j'étais peut-être gênée d'aller en demander, de en avoir à l'infirmerie, mais dans ce temps-là, j'étais peut-être gênée. Fait que ça aussi,
il faut se rappeler, là, je le dis aux jeunes, mais à leur école, souvent, il y a des services d'infirmerie qui peuvent leur offrir plein d'aide en santé sexuelle, en santé reproductive, dont des produits menstruels, s'ils en ont besoin, des tests de grossesse, des dépistages TSS, la prescription de contraception, donc qu'ils les utilisent puis qu'ils ne se gênent pas. C'est confidentiel. Ça, dans le fond, c'est juste de montrer qu'ils prennent en charge leur santé. Fait que je te dirais que c'est ça. Puis, aujourd'hui, ça a évolué aussi, là, mon rapport aux menstruations. Donc, entre autres, avec la prise, on parlait de contraception, mais de passer de pilules que ça régularisait. J'avais déjà un cycle très régulier avec peu de menstruation, à peu près 3 jours. Puis de changer, par exemple, au stérilet, que là, j'ai plus du tout de menstruation. OK. Donc, mais qui, encore une fois, peut, pour moi, être par moments super soulageant parce que j'ai pas à gérer ça, j'ai pas de spotting, j'ai rien à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est une libération, mais d'un autre côté, ça peut être stressant si j'ai des rapports sexuels à risque également. Puis, tu sais, les expériences, quand je parle avec d'autres personnes de mon entourage, qui peut être complètement varié au niveau des douleurs, au niveau de, c'est ça, leur cycle, c'est quoi leur durée. Puis, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils restent à la maison? Ils ont besoin de prendre des congés? Je me sens privilégiée à ce moment-là parce que j'ai pas eu ce genre d'expérience-là. Puis ça s'est toujours... Je touche du bois, mais ça s'est toujours bien déroulé. Puis j'ai pas eu à vivre ce genre d'expérience-là. Mais après, il faut quand même, je pense, avoir de l'empathie aux personnes que c'est pas les mêmes réalités. Puis que, justement, ils ont le droit d'avoir des ajustements. Ils ont le droit de pouvoir prendre des moments, des congés pour pouvoir vivre, si on veut, confortablement, là, ces moments-là. Ce que je trouve bien, c'est ça, c'est que dans ta famille, c'était super bien accepté. Mm-hmm. Mais tu sentais quand même qu'à l'école, avec tes amis, ça allait, mais tu voulais pas trop montrer tes produits menstruels. Puis, c'est un petit peu, je pense, pour ça que j'aimerais ça qu'on en parle plus, puis que ça soit tellement plus accepté, puis que quand on commence à être menstrué, qu'on n'ait pas à avoir peur, là, parce que des fois, ça peut prendre des années, puis on a peur d'avoir la fameuse tache rouge au fond du pantalon, puis c'est correct, ça arrive aussi, puis le monde comprenne. Exactement, là. Oui. Fait que... Puis je croise mes doigts, mais l'éducation à la sexualité, ça va être entre autres pour faire en sorte que autant les filles, les jeunes gars, que toute personne trans, non-binaire se sentent confortables à ce qu'on en parle, que ça soit parlé de la même manière, peu importe que tu l'utilises ou non, des produits menstruels. Que j'ai mon frère, que j'ai quelqu'un de mon entourage, un copain qui m'aide ou qui me donne, par exemple, des produits menstruels ou qui soient présents ou qui comprennent juste c'est quoi mon vécu, qui puissent se mettre dans ma peau, ça va tellement être aussi facilitant dans ce vécu-là, si on veut. Ouais. Puis c'est correct aussi si il n'y a pas de difficulté à le vivre également. Non, mais impliquons tout le monde. Ouais. Tout le monde est à la base concerné par le cycle menstruel. On est tous là grâce au cycle menstruel. Donc, ça devrait être juste une affaire de filles. Là. Non. Fait que, merci d'être venue. Merci également. Aujourd'hui. Je pense qu'on a partagé de bons contenus. Merci. Merci, Marielle.